Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Il comprend les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres. Il s'agit du patrimoine culturel et matériel. Si on n'y prend pas garde, il risque de disparaître. La Sfegad apparaît donc comme une alternative. Plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. La demande est largement au-dessus de l'offre. Les pêcheurs et les aquaculteurs doivent s'organiser pour combler les attentes sur le marché. La question de l'hygiène menstruelle, un sujet tabou dans nos sociétés, alors qu'une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies. Il est temps d'agir et de briser les tabous. Le patrimoine culturel immatériel fait partie intégrante du patrimoine culturel. C'est un facteur important de développement, surtout pour les pays en voie de développement comme le Bénin. Pour le sauvegarder et le transmettre aux générations futures, il est important de mettre en place un certain nombre de stratégies. Que retenir de la notion de patrimoine culturel immatériel? Les précisions avec Fifame Salomé Atadedji. Christian Devoti est présenté par Ulvaeus Balogun. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. L'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale. Il faut maîtriser les techniques pour avoir un rendement meilleur. Joséa Dossoubo Direnou nous donne plus de détails au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces
de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement, l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac hors sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. Les menstrues constituent un moment important dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Dans de nombreux pays, les filles vivent cette période avec trop peu d'informations et d'aide. Une bonne hygiène menstruelle peut donc sauver des vies et il est important de briser les tabous afin de permettre à la jeune fille de bien vivre ses menstrues. Gloria Oni. C'est une spécificité féminine, on peut encore la désigner comme un phénomène physiologique chez les femmes. Quand elles arrivent, les menstrues rappellent la fécondité. La femme est alors capable de concevoir. Mais dans de nombreux pays, les menstrues sont source de discrimination sexuelle et le plus souvent tabou. Bon, les menstruations ne peuvent pas être un sujet tabou, puisque cela concerne la vie normale d'une femme. Il n'y a pas de femme qui n'aurait pas normalement des règles. Il faudrait que ces tabous soient levés immédiatement. Simple phénomène biologique, mais dont la gestion présente d'énormes difficultés et constitue parfois un obstacle à la vie de la jeune fille. Les menstruations, ça commence à des âges variés. En moyenne, on s'attend à avoir les règles la première fois autour de 14 ans. Les femmes et filles en période de menstruation sont souvent considérées comme sales ou impures, ce qui peut créer des dysfonctionnements dans la vie de ces dernières. De nombreuses attitudes et croyances culturelles négatives leur sont encore associées. Toutefois, la jeune fille qui a ses menstrues doit prendre soin de son intimité. Cela lui éviterait les sensations d'irritation, les infections ou encore les odeurs. Il y a les serviettes hygiéniques qui imitent les couches traditionnelles et puis il y a les tampons qui sont insérés, eux, dans la cavité vaginale. Donc il faut choisir un modèle ou peut-être mixer les modèles, ça dépend de l'habitude de la femme et surtout changer régulièrement. Donc la fréquence de changement doit être en moyenne de 4 heures. Briser toute superstition liée aux menstrues et assurer aux femmes de bonnes conditions sont les problématiques importantes du développement. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à l'Université d'Abomey-Calavi a été l'occasion pour dialoguer sur l'environnement de l'hygiène menstruelle et à émettre quelques pistes de solutions. Les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont atteint plus de 20 milliards de dollars en 2018. Ce chiffre représente une hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux de 2017 entre les deux parties. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie et le Sénégal ont été les principaux partenaires commerciaux de Moscou sur le continent africain l'année dernière. Ceux-ci ont principalement exporté vers le pays des SAARC des produits alimentaires
l'agroalimentaire, la maroquinerie, des produits minéraux et l'automobile. Quant aux importations africaines en provenance de la Russie, elles se sont concentrées autour des équipements, des véhicules de transport, des matières premières agricoles, des produits minéraux, des métaux et ses dérivés. On parle à présent de la valorisation des produits locaux au Togo où de jour en jour, les jeunes entrepreneurs s'illustrent. Ces jeunes qui évoluent dans divers secteurs d'activité mettent tout en œuvre pour leur réussite. Plus de détails dans ce reportage. Des sacs en main, des chaussures, des ceintures pour hommes. Autant de produits qui traduisent ici le génie créateur des jeunes entrepreneurs togolais. Ces produits de pure qualité sont fabriqués à base d'une matière première qui vient de l'Afrique. Preuve que l'esprit entrepreneurial de création et d'innovation demeure chez les start-up togolais qui vont valoir leur génie créateur. Nous avons ici certains de nos gadgets et tout. Vous voyez là par exemple, c'est des sandales, c'est des sacs qui ont été faits par des jeunes que nous appuyons, des jeunes entrepreneurs que nous appuyons. Quelqu'un voit, il est intéressé. On remet le contact de ce jeune-là, il peut commander en fait ces articles-là auprès de lui. Nous avons des autres articles, des dépliants, des livres que nous avons fait par exemple. Moi je travaille sur les liqueurs, spécialement sur l'alcool de manioc et de maïs. J'ai des variétés de liqueurs sur la table. Ici j'ai la liqueur de souchet mélangée de curcuma, petit cola, clou de girofle et de souchet, communément appelé effio. C'est un antioxydant, un antibiotique, c'est un aphrodisiaque, un stimulant. J'ai aussi la boosteuse, ça c'est pour les femmes. C'est fait à base des racines. Les racines traitées, qui traitent les femmes, qui embellissent, qui rajeunissent. Beaucoup d'efforts ont été consentis au niveau gouvernemental pour accompagner et valoriser ces initiatives des jeunes. Mais les défis restent encore à relever, surtout valoriser ces produits à l'international. Les jeunes entrepreneurs, par exemple, ils manquent du financement. Et des fois, nous qui sommes à l'extérieur, on peut avoir ce financement, mais on ne maîtrise pas le terrain. On vient des fois, on se jette dans le truc, on fait des erreurs, on repart frustré. Pourquoi ne pas s'associer, investir avec, par exemple, un agrobusiness? Si je m'intéresse à l'agrobusiness, par exemple, je peux voir un petit ou bien quelqu'un qui est sur le terrain, qui maîtrise l'agrobusiness, moi aussi j'ai des connaissances que je peux lui apporter et de l'investissement. Et ensemble, on construit quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est très important. Quand bien qu'on a des difficultés, il faut toujours pousser, il faut toujours évoluer. L'entrepreneuriat et l'innovation constituent en tout cas des solutions pour éliminer la pauvreté et créer de l'emploi chez les jeunes. Pour une Afrique émergente, forte et développée, l'entrepreneuriat reste pour bon nombre d'observateurs la voie favorable. Ainsi donc, les pouvoirs publics doivent accompagner davantage ces jeunes pour permettre au Togo, sinon à l'Afrique, d'atteindre son émergence. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis.